pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 64. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage de BD. Parce qu'on s'est dit, il faut un truc un peu estival, il faut un truc un peu léger. Et qui dit léger, dit Benjamin François, qui est en ce moment même à plusieurs milliers de kilomètres de là. Ouais, milliers, pas millions. Alors, Ouais, millions. c'est déjà assez loin. Et écoute, c'est très gentil, Daniel, de dire que je suis léger parce que j'ai l'impression, moi, au contraire, que je devrais faire une petite diète, mais ça me fait bien plaisir. Donc, merci, Daniel, bonjour, et puis salut aux auditeurs, évidemment. Diète, exactement le truc que je suis en train de faire en ce moment. Ah bah, tu as bien du courage. J'ai changé. Ouais, en plus, vraiment en vacances, vraiment un gros malin, quoi. Quand tout le monde est en train de bouffer du Nutella le matin, c'est vraiment le truc qui met du baume au cœur, quoi. Ouais, enfin, tu sais, c'est pas pire que commencer une diète le 15 décembre, par exemple. Ça, c'est vraiment la mauvaise bonne idée. Et ça, tu l'as fait ? Bien sûr. Attends, oui. Tu crois quoi ? J'ai aussi fait un régime super spécifique une semaine avant de partir à Coachella. Tu vois, le truc super facile à tenir quand tu pars dans un festival où évidemment, la moindre bouffe un peu saine, il y a 3 kilos de graisse dedans, quoi. Pourquoi on fait ces décisions ? Pourquoi on fait ça, Benjamin ? Pourquoi on se fait ça ? On fait beaucoup d'erreurs, je pense. Voilà. Notre jugement n'est pas forcément toujours le plus éclairé, disons. C'est peut-être la chaleur. Vous l'aurez reconnu, c'est Benjamin François alias Quicks, de l'autre côté du micro. Et After Eight, aujourd'hui, on est de retour, puisque ça faisait très 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 longtemps qu'on n'a pas eu une semaine de break, en fait. On a presque jamais manqué le slot. Ouais, ça fait des quasiment 2 2 ans, je crois. Hein. Ouais. Et encore, au début, Encore une époque, on était hebdo, souviens-toi. on était hebdo, et au début, on se sentait un peu merdeux quand on ratait une semaine alors qu'on était hebdo. Et je crois que la dernière fois qu'on a fait un break, on était encore hebdo. Ouais. Et donc c'est dire. Pour vous expliquer ce break, d'un côté, toi, tu travailles dur. Je travaille dur, non seulement au travail, mais aussi sur ma future maison, hein, dont j'ai déjà parlé, où je fais toujours des travaux. C'est toujours T'as pas les mains dans le terminé. cambouis. Ah, mais j'ai les mains... Alors, le cambouis pour une maison, bof. Mais effectivement, disons que je mets la main à la pâte, beaucoup. Qu'on y passe toutes nos soirées, globalement tous nos week-ends. Que là, je fais une exception pour enregistrer After Eight. Mais voilà, entre le travail et le travail maison, j'ai pas beaucoup de temps à moi. Donc j'essaie de caser un petit peu de jeux vidéo où je peux de temps en temps, et de lecture aussi, parce que j'ai un podcast à préparer, hein. On en parle beaucoup, et pour l'instant on voit pas beaucoup de choses venir, mais c'est qu'on le travaille, on le prépare, donc ça prend du temps. Donc oui, je suis un petit peu beaucoup débordé, et toi tu avais un petit souci de santé, donc. Voilà, d'abord, je voulais juste te faire un hommage, parce que tu vis aux États-Unis, le pays de la main-d'œuvre, et tu fais tout toi-même. Et ça, je trouve ça admirable. T'aurais pu engager un Polonais ou je sais pas quoi. Et non, mais la main-d'œuvre, elle est pas gratuite, Daniel. Oui, je sais. Le truc, c'est que. T'es à Los Angeles, quoi, vraiment. J'ai déjà des choses à rembourser avant de pouvoir embaucher des gens, malheureusement, pour pouvoir faire le boulot à notre place. Donc, nous, on fait tout nous-mêmes. Et effectivement, ça prend du temps, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, le programme de ce week-end pour toi, c'est quoi ? Je veux vraiment boucler le passé. Le programme de ce week-end, alors, c'est que sitôt terminé cet enregistrement, je file à la maison où je dois terminer de peindre des plinthes et ensuite de peindre des étagères, puisque on a monté tout un tas d'étagères complètement custom dans la pièce qui nous servira de bureau. Et le fait d'avoir fait du custom tout à la main, donc tu vois, on a tout l'équipement, on a une grosse scie à bois. On a tout un tas de trucs. Alors ma femme est super balèze en travail manuel, vachement plus que moi. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Moi, je suis assez admiratif. J'aimerais bien avoir son talent. Mais tu vois, c'est quand je dis les étagères custom, c'est-à-dire qu'elles sont aux dimensions de la pièce. On a une étagère, celle qui est tout en haut, elle fait tout le tour de la pièce. Et tout ça, c'est custom, c'est peint aux couleurs, c'est intégré au mur. Non, ça rend plutôt bien. Je te ferai des photos quand on aura tout fini. Voilà, on devient un podcast bricoleur un petit peu. c'est aussi le fait que comme on n'était pas là, oui voilà, quand on n'était pas là, on s'est dit, on va être un peu relax quand même. On va prendre notre temps pour cet épisode. Pour ma part, tu l'as dit, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai l'impression que c'est pas fini. C'est vraiment bizarre ce qui m'arrive. Tout a commencé avec Japan Expo, bien évidemment. Tout commence toujours à Japan Expo. Et en fait, tu sais, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à... Je sais pas pourquoi, mais je chope un virus
continuellement et je me retrouve avec des pharyngites. Il faudrait que je trouve un docteur. J'en suis à ma 6e cette année. Hein. Et c'est pas fini encore. Tu sais que dans le milieu américain, des gens qui font souvent aux conventions, donc tout ce qui est cosplay, anime, jeux vidéo, ils appellent ça le con plague. Oui, c'est ce que tu m'as dit, que t'as un con plague, et j'ai fait qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est les gens qui sont malades à cause des conventions. Voilà, parce que t'es une convention avec 12 000 personnes et qu'il y a beaucoup de monde, ça se rapproche, ça se frotte, et puis il y a un mec qui t'éternue au visage, et puis voilà, c'est fini. Et oui, et du coup, il m'a fallu littéralement plus d'une semaine pour m'en remettre de Japan Expo, mais encore, c'est pas fini, je sens que je suis encore très très léger, alors que j'ai repris le sport et tout, j'étais tout content, mais il y a toujours quelque chose, et genre, le moindre petite connerie, genre sortir le soir, tu sens que ça va pas aller, tu sens que t'es physiquement bas, et je sais pas comment faire pour revenir à une forme normale, alors que je fais quand même un sport assez exigeant à côté. Ouais, tu fais toujours du yoga. Je fais toujours mon yoga, Ouais. je vais chez le kiné pour rectifier ma main, souviens-toi. Ah bah ouais. Et donc oui, non, j'ai quand même, et puis aussi il y a le travail, et le travail, c'est vrai que je suis en train de produire les podcasts, là je viens de finir la préparation de la production du podcast sur James Bond. Je me suis dit, il faut que je le fasse celui-là au moins, parce que si jamais le Patreon, et d'ailleurs au passage je remercie tous les gens qui donnent sur Patreon, merci à eux. si un jour ça baisse, au moins il y aura ça de fait, il y en aura au moins un d'enregistré. Et du coup c'est beaucoup de production, et en fait le docteur il me dit simplement surmenage quoi, mais je pense qu'il y a plus que ça. Et du coup quelle est ton actu à part le bricolage? À part le bricolage, j'ai quand même réussi à trouver le temps, avec ma femme on s'est dit allez pause, c'est bon, ça suffit là le chantier. On a fait un break, on est allé voir Ant-Man and the Wasp. Et la raison pour laquelle on n'en fait pas le sujet de cette émission, c'est que je l'ai vu il y a 10 jours et j'ai déjà quasiment tout oublié. C'est pas que c'est pas bien, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai même bien rigolé, évidemment à cause de... c'est Daniel Peña je crois il s'appelle, ouais. Je sais plus ce que c'est son prénom, c'est Peña, je crois que c'est Daniel. Mon gars sûr. Mais voilà, t'es obligé de rire grâce à ce gars-là, que le film est bien rythmé, que voilà, les effets spéciaux sont corrects, il y a des bonnes scènes d'action, tu te marres, mais le film a tellement peu d'importance. Enfin, j'en suis sorti, j'étais genre bon ouais, cool. Et je savais que j'allais l'oublier très vite, et ouais, j'ai quasiment déjà tout oublié du film, quoi. Il est tellement inconséquent, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, il raconte pas grand-chose au final. C'est cool, ils ont retrouvé la femme de Hank Pym, ils ont retrouvé Janet Van Dyne, bah ouais, so what. Enfin, et surtout avec la scène post-générique, enfin bref, là on va pas la spoiler, mais pour les gens qui ne l'auraient pas encore vu, mais voilà, en fait, je crois que c'est un peu le problème avec le MCU, c'est que quand on te sert un film qui finalement ne raconte pas grand-chose et s'inscrit assez peu dans le grand plan général, tu sais, qui culmine avec Avengers Infinity War, finalement le film est pas... Tu l'oublies encore plus vite en fait. Et à moins que d'un coup de génie comme Iron Man 3, moi que j'adore toujours autant, hein, je sais que c'est pas forcément le préféré des gens, mais qui reste pour moi un film de Shane Black avant tout. Là, on peut pas dire que c'est quoi, c'est qui, c'est Peyton Reed le réalisateur de celui-là ? C'est Peyton Reed. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment une patte. En fait, ça aurait pu être n'importe qui. Y a pas vraiment de truc vraiment marquant. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, mais je l'ai déjà oublié. Je te rejoins, j'ai envie de dire, parce que je l'ai vu depuis un bout de temps. Et oui, tu l'as vu en avant-première, toi ? En avant-première, donc j'ai vu il y a plus d'un mois, et je l'ai complètement oublié déjà. Pour moi, c'est un film checklist, parce que, tu sais, en fait, ils ont pris ce qui a marché dans le 1, et donc Paul Rudd, il est populaire, donc ils se sont dit, on va mettre plus de Paul Rudd. Ils se sont dit, Michael Peña, ça marche bien, donc on va mettre plus de Michael Peña. Et puis en fait du coup quand tu es dans un univers en fait tu y perds en général quand tu essayes de réinstaller des choses. C'est un peu l'impression que m'a donné Incredibles 2 que j'ai vu il y a pas si longtemps, puisque moi par contre justement Incredibles 2 je l'ai vu après tout le monde, après la razzia, après la Coupe du Monde, et ça m'a donné un peu cette impression, c'est-à-dire que il y a des choses correctes, mais en fait ils essayent de tellement faire de choses que finalement tu t'y perds un peu et tu te demandes pourquoi je suis en train de regarder ça et qui fait quoi, et alors que j'aime bien savoir qui fait quoi en fait dans ces films là. Et c'est ça qui marchait dans Infinity War, c'est que t'as un fou, alors après il est fou et il prend pas les bonnes mesures de sa folie, mais
Mais du coup, je suis en train de réfléchir à ce genre de film. Je pense à Ant-Man et Incredibles 2. Et je me dis, putain, mais pourquoi est-ce que je suis en train de regarder ça ? Qui fait quoi, en fait ? Et du coup, bah, en fait, je suis toujours déçu par ces suites qui sont faites. Et pourtant, Dieu seul sait que j'adore Incredibles. Mais le 2 m'a vraiment déçu. Alors là, je suis obligé de réagir parce que t'as dit un truc quand même qui me fait bondir, parce que j'étais pas au courant. Il y a eu une Coupe du Monde. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que... Est-ce que les bars la diffusaient aux États-Unis ? Bien sûr. Ah bah, j'ai regardé... Alors, j'ai pas pu regarder les précédents matchs dans les bars parce que bah, c'était en semaine et que bah, j'avais du boulot, hein, qu'évidemment c'était en pleine matinée pour moi, que parfois il a fallu se lever tôt pour aller voir les matchs. Mais la finale, je suis quand même allé dans un bar qui était composé quasiment à 80% de supporters croates. Je ne savais pas qu'il y avait une telle population croate, mais en fait, je pense que c'est surtout que c'était les underdogs. Tu vois, c'était... Bah, tout le monde était contre, ouais. Voilà, on soutient l'équipe qui a le moins de chances de gagner parce que on aime bien... c'est le syndrome Rocky Balboa, tu vois, t'es pour le petit qui a l'air moins fort. Non seulement donc, ça, mais si la Coupe du Monde était un manga shonen, l'équipe de France, c'est les méchants. Bah ouais, globalement. Ouais, c'est les méchants, c'est les plus arrogants, c'est les plus machins, alors que les autres, bah évidemment, c'est ceux qui vont se déchirer les tripes pour jouer. Surtout, c'est ceux qui sont tapés 3 matchs de 2 heures avant la finale. Enfin, tu vois, c'est vraiment le shonen, quoi. C'est eux qui ont eu les matchs les plus durs avant la finale. Bref, c'est pour ça que je pense que l'essentiel du bar était pour la Croatie. Il y avait quand même 2-3 autres personnes qui étaient pour la France, mais on n'était pas nombreux, donc on n'a pas trop fait les malins à la fin du match, tu vois. On n'a même pas regardé la cérémonie, on s'est barré, on s'est dit c'est bon, c'est fait, c'est plus à faire. On a vu, on est venu. T'as pas fait des dabs dans la rue? J'aurais pu taper des dabs dans la rue. Mais non, le bar était quand même bien rempli pour un dimanche matin à 8h du matin, quand même. Faut pas... Non, il y a quand même une certaine ferveur. Et puis, mine de rien, le soccer, ne serait-ce qu'à Los Angeles, c'est de plus en plus populaire. Il y a 2 équipes. On a 2 équipes à Los Angeles maintenant. D'ailleurs, on a aussi 2 équipes de football US, alors qu'il y a encore 3 ans, on en avait 0. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, et puis les États-Unis, on le rappelle, l'équipe féminine est championne du monde en titre. Elles en ont gagné déjà, je sais plus combien, mais genre un nombre... elles sont genre 5 fois championnes du monde, les Américaines. C'est un truc de fou. Donc il y a des chances que la Coupe du Monde féminine de l'année prochaine soit peut-être encore plus suivie aux USA que l'était la Coupe masculine. Je ne sais pas, je m'avance peut-être, on verra. Bah écoute, s'il faut le patriotisme pour lancer des Coupes du Monde... Le patriotisme aux États-Unis, c'est pas très... Les États-Unis, tu sais quoi, quand j'y allais gamin et que ça parlait foot, c'est ça le paradoxe, c'est que j'y allais en plus les années de Coupe du Monde. Enfin, en tout cas, les années de Coupe du Monde, j'y étais. Et je parlais aux gamins, et pour les gamins, c'était le sport des filles. Bien sûr. C'est considéré comme un sport de nana. Et c'est là où c'est vraiment... tu te rends compte que c'est vraiment dégueulasse. C'est que l'équipe féminine, donc est genre championne du monde en titre, a gagné je sais pas combien de fois. Quand elles perdent un match, elles sont pas payées, à l'inverse des mecs. Que quand elles s'entraînent pas sur de la pelouse, elles s'entraînent sur de l'astroturf. Enfin, tu vois, elles sont toujours traitées, mais d'une manière absolument consternante, alors qu'elles sont... Elles sont championnes du monde en titre, putain. Et c'est quand même incroyable de voir ça, de voir que l'équipe masculine est 1000 fois mieux traitée que l'équipe féminine, qui elle gagne des matchs, qui elle gagne des championnats, quoi. C'est la justice du commerce et du sport, hein, j'ai envie de te dire. Bah écoute, je crois qu'on a tout dit. On va passer à notre sujet quelque part. On a déjà fait pas mal de news là. Ouais, je suis en train de me dire, je vais pas raconter toutes les comédies que je m'enfarine cet été quand même. Parce que putain, tu sais quoi, genre, ouais, si, allez, je vais te raconter. Vas-y, raconte-en un peu. MDR. Parce qu'il y a MDR est en pause, alors faut bien. MDR est en pause. Donc hier, j'ai vu Marom, qui est un film avec Audrey Lamy. Et Audrey Lamy elle est Instagrammeuse de gâteaux. D'accord. Qui a un métier assez commun finalement. Bien sûr. Et son gamin se fait bully à l'école. Et donc du coup, elle décide de rentrer en guerre contre les gamins. Et ça finit par... Enfin, ça finit pas, mais... Elle donne du gâteau au caca aux bullies, quoi. Et alors, le gâteau au caca, Daniel, est-ce que c'est Bah ouais. Non, c'est pas ma cam. C'est pas mon kiff absolu. Toi, t'es plus flûte dans le cul que gâteau au caca. Je serais plus flûte dans le cul. Mais attends, il y a Alana 2 qui sort à la fin de l'année. Bah, tu évoques Alana, mais Alana 2 arrive, et Alana 2 elle risque d'être bien. Hein. C'est un clash entre Eric et Ramsey, hein.
J'évoque Aladdin parce qu'à chaque fois que tu es dans une émission où ça évoque Aladdin, je me dis ah, le point flûte dans le cul arrive et ça ne rate jamais. Ouais, À je crois chaque que fois, j'ai tu une le espèce places. d'obsession sur la flûte dans le cul de Bah. Kev Adams. Légère. Et tu vois, ce film qui était pas très bien, bah, je suis sorti en me disant c'était mieux que le précédent que j'ai vu. D'accord. Et le précédent que j'ai vu, c'était l'école est finie, ou je crois que ça s'appelait l'école est finie. Et c'est avec Bérangère Krief qui devient prof en province. Ce qui est un peu la vie de Stéphane Boulet, hein, j'ai envie de te dire, mon vrai. camarade de Super Ciné Battle. Est-ce que c'est librement adapté de la vie de Stéphane Boulet? Non, parce qu'elle tombe amoureuse d'un bel homme. Et, Elle devient pas directrice? Non, elle devient pas directrice, putain. Bon. C'est vrai que je devrais l'appeler. Tu sais, je l'appelle maintenant Air Director dans le... Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de comédies et la seule qui surnage, en fait, c'est Au Poste de Quentin Dupieux. Et toutes les autres, putain, mais c'est horrible. C'est vraiment un été vraiment de merde pour la comédie. La semaine prochaine, il y a un truc avec Eric Tudor qui s'occupe des enfants d'une meuf dont il a été le coup d'un soir. Oui, bah oui. Voilà, j'ai presque plus la foi en ça. Pas parce que Eric Judor, mais c'est vrai qu'il a pas tourné que dans des bons films non plus, donc faut... Ouais, mais tu sais, Eric Judor, j'ai plus la foi. Disons voilà, raison garde, comme on dit. C'est vrai. Bon, bah écoute, je vais pas t'enfariner plus avec Ouais, les on va comédies. pas épiloguer là-dessus. Mais en hein, même là. temps, tu sais quoi? Si tu es en France, je t'emmène voir des comédies. Oui, ça, je sais, ça. C'est une menace. C'est une menace, monsieur Andreev. C'est exactement. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Et comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. C'est un auteur qui nous tient à cœur et il est mort au début de l'été. C'est Steve Ditko et c'est le dessinateur et co-scénariste de Spider-Man, Amazing Spider-Man. C'est lui qui a créé un des plus célèbres personnages de BD. Il n'a pas créé que lui, évidemment. On peut compter aussi Doctor Strange, aussi, mais il a aussi fait Shade the Changing Man, enfin, Hawk and Dove. Enfin, vraiment, c'était un auteur assez prolifique. Mais il est mort, non pas dans l'anonymat le plus complet, mais il est mort sans qu'on sache quand, en fait, précisément. Ouais, en ermite, en fait, tu peux le dire. Hein. Il vivait en ermite. C'était le J.D. Salinger de la bande dessinée américaine, puisqu'il vivait en ermite. Il n'accordait pas d'interview. Il protégeait toute sa vie depuis les années 60, depuis qu'il a abandonné Amazing Spider-Man. Il produisait peu, en fait. Et du coup, il est devenu un mythe, comme tous les gens qu'on n'arrive pas à rencontrer. Il est mort à 90 ans. Et semble-t-il qu'il était mort 2 jours plus tôt, en fait. Quand on a Voilà, c'est ça. Il Ouais. vivait reclus et on a appris sa mort plusieurs jours après qu'elle se soit produite. Et surtout, on a retrouvé son corps, je crois, c'est 1 ou 2 jours après qu'il soit vraiment mort, en fait. Voilà. Oui, c'est pas Alors- gay. C'est pas gay. Alors, oui, c'est pas gay pour commencer, mais c'est un auteur ultra important. Parce que, à cause de Spider-Man, évidemment. Voilà. Et aussi tous les autres. Enfin, il a aussi travaillé un tout petit peu chez DC. Mais ce qui est intéressant avec ce type, c'est la personnalité qu'il a mis dans le personnage de Spider-Man. C'est-à-dire au moment où tout Marvel se crée, les Fantastiques Four, c'est la famille. Les X-Men, c'est la métaphore de Les la minorités. Voilà. Les minorités, les métaphores de la persécution. Et Spider-Man, c'est quand même quelque chose à part. Et Spider-Man, c'est presque je pense que tu me contrediras pas là-dessus, vu que t'es assez calé aussi dans les premiers numéros, ce qu'il a fait. Il a instillé une espèce d'horreur, en fait. C'est presque une bande dessinée d'horreur, en fait. Quand tu relis les premiers Spider-Man, tu revois un peu l'esprit des Tales of Suspense, de tous ces trucs qu'il faisait, genre Strange World, de Journey into Mystery. Tu vois une espèce presque de malaise, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je trouve aussi que Spider-Man, c'est un méta-commentaire. Parce que le personnage de Peter Parker, c'est le lecteur de comics. Enfin, c'est le personnage auquel le lecteur de comics peut s'identifier. Parce que Fantastic Four, il n'y a pas beaucoup de lecteurs de comics qui étaient forcément pères de famille. Ou, tu vois, comme tu parles de Journey into Mystery, c'est là-dedans que sont apparus Thor, par exemple, ou Loki, qui n'étaient pas forcément des personnages auxquels tu pouvais t'identifier. Alors que là,
le gamin de Queens qui est ado, qui est au lycée, qui se fait à moitié martyriser au lycée, qui est pas populaire avec les nanas. Je pense qu'il y a beaucoup de gamins lecteurs de comics à l'époque qui se sont identifiés avec. Et sans doute lui-même s'identifier à son personnage. D'ailleurs, la fameuse phrase avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, semble-t-il ça soit plutôt lui qui l'ait trouvé et pas Stan Lee. Et lui l'aurait regretté parce qu'il disait c'est pas une phrase qu'un gamin dirait en fait. C'est une phrase, c'est presque trop écrit pour lui. Et il s'identifiait tellement à son personnage qu'au moment où il a commencé à perdre le pouvoir d'écrire, c'est-à-dire le moment où Stan Lee est devenu un peu trop puissant, c'est le moment où il s'est barré. Il a fait un dernier arc qui est peut-être un des meilleurs comics produits par la Marvel de tous les temps en fait. Et il s'est barré là-dessus quoi. Il s'est barré sur sur un comics parfait qui aurait pu être la dernière histoire de Spider-Man. En fait. Et je voudrais, tu l'as abordé, mais je voudrais revenir sur le grand pouvoir, les grandes responsabilités, tout ça. Comme tu le dis, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on a pu voir dans les films. C'est pas l'oncle Ben qui lui dit ça. C'est une phrase que personne ne prononce en fait. Voilà, c'est ça. C'est dans une case. Tu sais, c'est dans les petits rectangles descriptifs. Et donc tu te dis que c'est quelque chose que lui se dit à lui-même. Mais la manière dont c'est narré en fait, tu vois, c'est narré à la troisième personne, genre Peter fait ceci, cela, blabla, et se dit que avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Je sais plus exactement comment c'est tourné, mais globalement c'est comme ça. Et donc effectivement c'est comme si c'était une réflexion qui lui venait. Et donc c'est pour ça, je pense pas que ce soit une mauvaise idée dans les adaptations d'avoir fait en sorte que ce soit Oncle Ben qui lui dise, parce que c'est vraiment le truc qu'une personne âgée qui a déjà du vécu, tu vois, pourrait essayer d'expliquer à un gamin. Mais comme tu le dis, de la part de Peter lui-même, alors qu'il est encore complètement inexpérimenté et que voilà, c'est encore un gamin, oui, ça paraît un peu hors propos. Et je peux tout à fait comprendre que Ditko finalement ait trouvé qu'il s'était un peu loupé là-dessus. Alors que c'est une phrase mais complètement fondatrice du personnage de Spider-Man, donc c'est juste la manière dont elle est apportée au récit que finalement Ditko a regretté, je pense. La raison de laquelle Ditko s'est radicalisé, elle est plus ou moins connue, c'est parce qu'il a voulu avoir les crédits comme co-auteur, et Stan Lee lui a accordé, mais par contre, dans les interviews, Stan Lee se gênait pas pour dire « je suis le créateur de Spider-Man, et c'est moi ». Et semble-t-il que c'est ça, en fait, c'est le personnage public de Stan Lee qui est vraiment plus dégoûté, même si on n'a pas, encore une fois, on parle d'un auteur qui n'a pas accordé d'interview, ou très très peu, quoi. Il y a eu un documentaire qui s'appelle Looking for Ditko, je pense, si ma mémoire est bonne. Il y a quelques articles. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, il y a un article assez intéressant sur Vulture, sur un mec qui s'est posté devant la porte de Ditko. Et le mec, il a attendu 2 jours, ou je sais pas. Enfin, il raconte comment il a attendu et comment, à un moment, la porte s'est entrouverte et il a fait Monsieur Ditko, et clac, la porte s'est refermée. Et l'article, c'est genre, ça monte la pression jusqu'au moment où, et puis après, la débandade, quoi, en fait. Et ça aurait été bien qu'il le rencontre, mais pour beaucoup de gens, voilà, ça aurait été un mythe. Il y a un truc qui me semble important, c'est que il y a je te parlais de la part de fantastique qu'il a toujours dans ses BD. On l'a vu dans Doctor Strange, et quand tu vois le Doctor Strange de Ditko, tu comprends tout de suite où il allait, en fait. C'était un truc tellement surnaturel, et tu sentais que ensuite il est allé ses propres BD, il a écrit d'autres BD après, il est allé dans des trucs surréalistes et mystiques, en fait. Et des trucs où il a complètement radicalisé son dessin, et il devenait c'est là, à ce moment-là, où il a pété un boulard, en fait, pour moi. Oui, pété un boulard ou découvert le LSD, enfin tu vois, les interprétations sont multiples. Ah, je pense que c'est pas le genre à utiliser des... Mais en même temps, encore une fois, on n'en sait rien. On ne sait pas, tu sais, quand même, pour inventer Doctor Strange... Oui, c'est vrai. Mais en même temps, Stan Lee aussi était dedans. Mais tu vois, Stan Lee, c'était la rockstar. Stan Lee s'exposait, Stan Lee, il a ce fameux dessin où cette fameuse photo où tu le vois à poil et avec un comics version extra large comme cache-sexe. Stan Lee, c'était la star, et je sais qu'il y a plein de gens qui bâchent Stan Lee parce que il a volé aussi beaucoup de crédit à Jack Kirby. Jack Kirby, qui lui aussi écrivait aussi les histoires, et on lui donnait une vague idée de scénario, il revenait avec tout le truc fini,
Et Stan Lee, il avait plus qu'à remplir les dialogues. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la Marvel méthode. C'est comme ça qu'on écrit traditionnellement, du moins à partir des années 60. La bande dessinée à Marvel, c'est le scénariste donne un pitch et le reste, il se débrouille et puis le truc revient. Et après, tu complètes avec les dialogues. Ce qui pouvait agacer, j'imagine, Jack Kirby et Ditko à la fin, en fait, quand ils voyaient que ces dialogues n'avaient pas forcément la voix qu'il aurait aimé avoir, et c'est ça qui explique en partie sa radicalisation. Ouais, bah ils se font un peu déposséder de leur pitch en fait. Il y a beaucoup de ça, et puis Stan Lee pouvait être agaçant. Stan Lee est un mec qui a à un moment viré, avant que ça s'appelle Marvel, il a viré tous ses partenaires avant d'en réengager quelques-uns, mais il en a viré énormément. C'est un mec qui faisait les sales décisions aussi. Ben, dis-moi, quel est ton le problème de dire une histoire préférée d'Amazing Spider-Man? Mon arc? Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que il a produit 34 numéros, et en comptant l'annual, il n'en a pas produit beaucoup, et en même temps, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une histoire qui est vraiment importante là-dedans. Bah oui, si je dois me limiter aux comics dessinés par Ditko, bah ça va évidemment être l'arc dont tu parlais tout à l'heure, qui est If This Be My Destiny. Final. C'est ça, hein. Ouais. C'est ça le titre, If Ouais, This exactement. Be My Destiny, c'est ça. Parce que moi, en fait, pour l'anecdote, j'ai relu quasiment tout Spider-Man il y a 2 ans, pour arriver au numéro 700 d'Amazing. C'était au moment où ils ont arrêté Amazing au numéro 700 pour lancer Superior Spider-Man. Et je me suis dit, quand même, je me rends compte qu'il y a plein de Spider-Man que j'ai pas lu, et donc je me suis débrouillé pour en récupérer plein de vieux. Et du coup, j'ai quasiment tout relu. Et il faut savoir quand même qu'à une époque, au plus fort des ventes, il n'y avait pas un seul comic Spider-Man qui sortait, il y en avait 4. Il n'y avait pas que Amazing, il y avait Spectacular, il y avait Peter Parker Spider-Man, et il y en avait un autre, je sais plus ce que c'était. Web of Spider-Man. Bref, il y avait de quoi faire. Et ces titres-là, de temps en temps, s'entremêlaient pour essayer de te vendre toutes les séries. Ils commençaient un truc dans Spectacular, qui reprenait dans Amazing, enfin, c'était un peu le bordel. Tu parles la génération Maximum Carnage. Ah putain, alors, mais quel enfer. Ah là là, mais tout ce qui est symbiote et ça, j'ai jamais... Venom, c'était déjà mes limites, tu vois. Venom, encore ça va, mais alors, dès qu'ils sont passés à Carnage... Mais donc, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, il y a énormément d'histoires de Spider-Man qui sont toutes pourries. Notamment des vilains de Spider-Man, genre Razorback ou le kangourou, ou des mecs comme ça, mais tu te dis, j'aimerais bien les voir en film pour rigoler, parce qu'ils sont tellement ridicules que franchement ça vole pas haut. Et j'avais un petit problème dans les premiers épisodes, et je trouvais que la relation de Peter Parker aux femmes fonctionnait pas, en fait, était jamais vraiment crédible. Notamment sa relation avec Gwen Stacy, que ça marchait pas trop. C'est encore pire avec Liz Allen, qui était donc la première nana pour laquelle il y avait un peu le béguin. Et en fait, la série monte en qualité vraiment au niveau de l'écriture. Et puis, bah oui, il y a cette espèce de sommet, de summum, qui est cet arc dans lequel Spider-Man se retrouve bloqué sous un tas de décombres avec l'eau qui monte, et où il est sur le point de lâcher l'affaire, quoi. Où il se dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il est à bout de force, il est complètement désespéré, et bon, je crois qu'on en avait parlé pendant le film Spider-Man, justement, le dernier film Spider-Man Homecoming, qui reprend on en a parlé, puisque tout à fait, Homecoming, il fait une référence. Et Homecoming, il fait plus que référence, il le cite, sauf que au lieu de voir la tête de Aunt May ou de l'oncle Ben, il voit Tony Stark. Voilà. Ce qui diminue beaucoup le dramaturgie du truc. Un petit peu beaucoup. Après, c'est son père de substitution, et c'est vrai que voilà, ce passage-là, c'est évidemment mon passage préféré de l'époque Ditko, mais ce n'est pas mon arc préféré de tout ce que j'ai pu lire. Ah, alors voilà, c'est le moment où on va parler un peu de Spider-Man en général. Dans tout l'héritage Ditko, c'est-à-dire tous les autres qui sont passés derrière, qu'est-ce qui est pour toi les meilleurs arcs de Spider-Man, ceux que tu recommanderais à un nouveau lecteur, pour qu'il comprenne à quel point ce personnage est génial? Alors, je propose que tu commences, parce que là, je viens de parler de If This Be My Destiny, donc faudrait... À toi, vas-y, parle de ton arc préféré qui n'est pas Ditko. Ah, alors Qu'est-ce qui pour toi fait le personnage?
Je trouve qu'il y a un arc qui est assez récent, qui a été écrit par Dan Slott. Dan Slott qui vient de terminer plus de 12 années de Spider-Man. Ce qui est pas rien, quoi. Il a écrit pendant 12 ans, 10-12 ans, ouais, je crois, Spider-Man. Ah ouais, donc ça veut dire pour run. toute une génération de gens, c'est l'auteur de Spider-Man, en fait. Tu vois, c'est ça qui est assez fabuleux, en fait. C'est assez impressionnant. Et alors, il y a du bon et du moins bon, mais il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes. Et il y a un arc en particulier qui est vraiment sensationnel. C'est celui où Spider-Man est coincé dans le métro, encore une fois, avec pas mal de trucs sur le dos. Il est coincé dans le métro avec le père de Jonah Jameson. Et c'est un arc qui est dessiné par Marcos Martin, qui est pour moi un des plus grands dessinateurs de tous les temps. Et c'est vraiment... c'est un des meilleurs dessinateurs actuels. Malheureusement, il dessine pas suffisamment. Et on l'a vu récemment dans The Private Eye avec Brian K. Vaughan. C'est vraiment trop beau, et c'est peut-être la ligne claire la plus ultime de Spider-Man depuis Ditko. C'est vraiment un des plus beaux dessins que j'ai vu dans ces 10 dernières années. Enfin, je sais plus, j'arrive plus à les compter les années de Spider-Man, puisque le relaunch de Spider-Man a eu lieu en 2007 la dernière fois. Et du coup, ça fait plus de 10 ans, tu vois, ça fait presque 12 ans en publication courante. Donc voilà, je recommanderais ça. Cet arc-là en particulier, c'est dans tout le run de Dan Slott, et c'est pas compliqué à trouver en plus. À toi. Alors moi, mon arc préféré, je peux pas dire que c'est un arc qu'on peut recommander à quelqu'un qui connaîtrait pas le personnage. Ouais. Parce qu'au contraire, c'est un arc qui justement est un peu j'ai envie de dire un arc bis. Alors déjà parce que c'est un arc qui était dans Peter Parker de Spectacular Spider-Man, donc c'était pas un arc qui était dans Amazing. Et c'est vraiment un arc qui a une tonalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus grave que d'habitude. C'est un arc qui s'appelle The Death of Jean DeWolf, qui raconte l'assassinat d'une femme qui s'appelle Jean DeWolf, donc, et qui est capitaine de la police, et qui était une des rares alliées de Spider-Man. Parce que un des grands sujets de Spider-Man, c'est que c'est le super-héros, mais qui est détesté du public parce qu'il est présenté comme une menace par le Daily Bugle de Jonah Jameson. C'est le super-héros qui est poursuivi par la police parce que, il est considéré comme étant un criminel. Et en fait, t'avais un peu une relation entre DeWolf et Spider-Man, comme t'as Gordon Batman, en fait. Elle sait qu'il est recherché, mais elle se rend bien compte qu'il traque les criminels, et donc elle l'aide un peu, c'est un peu son ami, quoi. Elle devient c'est même pas un peu son ami, ça devient carrément son ami, et c'est un peu son partenaire même, je dirais. Voilà, elle l'assiste à de nombreuses reprises. Et en fait, c'est un comics que déjà j'ai découvert, moi à l'époque j'étais tout minot, dans Nova, des éditions Lug, qui publiait donc à l'époque Spectacular Spider-Man. C'était l'époque où il avait son costume noir, donc tu vois, ça apporte une tonalité plus sombre. Et ça commence, et c'est là que c'est vraiment super choquant. Ça commence par l'assassinat donc de Jean DeWolf, et ça ouvre sur une pleine page où tu la vois morte, allongée, la tête en bas, où tu vois, enfin il y avait un côté un peu, j'ai envie de dire sexualisé, parce que elle avait un t-shirt un peu moulant, donc il y avait, tu te rendais bien compte qu'il y avait quelque chose c'était très très gênant, en fait. Pas gênant au sens, il y avait quelque chose de salace, non, pas du tout, mais c'était un truc qui était fait pour te mettre mal à l'aise. Même si tu connaissais pas le personnage, il y avait un truc qui te mettait mal à l'aise là-dedans. Alors le fait que j'avais 8 ou 9 ans quand je l'ai lu n'a peut-être pas aidé non plus. Mais quand je l'ai relu, ça m'a mis mal à l'aise. Et déjà, c'est un arc qui est écrit par un gars qui s'appelle Peter David, et c'était la première fois qu'il écrivait du Spider-Man. Et Peter David, pour ce truc-là, il avait vraiment décidé de faire quelque chose de différent, de sortir un peu du carcan du Peter Parker qui fait des blagues, et de vraiment explorer un côté un peu plus sombre du personnage. Il faut savoir que c'est pas un crossover, mais Daredevil a aussi un rôle important dans tout l'arc. Et donc c'est un arc en 4 épisodes où on cherche qui est l'assassin donc de Jean DeWolf, avec c'est un whodunit avec des fausses pistes, avec Daredevil qui se retrouve à défendre des gars qui ont agressé un ami personnel de Peter Parker. Enfin, tu vois, la rencontre entre Matt Murdock et Spider-Man ne se fait pas sous les meilleurs auspices.
Et puis évidemment, Daredevil reconnaît Spider-Man dans le civil via le battement de son cœur. Mais c'est une histoire qui est vraiment beaucoup plus sombre que ce à quoi on avait l'habitude. Et c'était évidemment une volonté de Peter David. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué. Et en le relisant, je me suis vraiment rendu compte de la qualité de l'écriture de ce truc-là. Et je suis toujours autant sur le cul à chaque fois que je le relis. Et pourtant, tu vois, c'est 4 chapitres. Mais c'est un excellent arc de Spider-Man pour moi. C'est vrai qu'il y en a vraiment plein de vraiment très bien en fait. Tu me parlais d'arcs très sombres de Spider-Man. Je pense à il y a la mort de Kraven. Enfin, tu vois, Kraven's Last Hunt. Ouais. Kraven's Last Hunt qui est vraiment extraordinaire. Il y a la nuit où Gwen Stacy est morte. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que on l'a dit pour Batman, mais c'est encore plus vrai. Enfin. Batman est un personnage vraiment qu'on peut utiliser de manière très versatile. On peut faire Ninja Batman, on peut l'envoyer dans l'espace. Spider-Man dans l'espace, ça marche pas génial. Mais Spider-Man est quand même un personnage sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Et il y a toujours une dose de drama ultra importante. C'est un mec qui vit toujours avec la culpabilité de sa tante. Dans les premiers épisodes, s'il révèle son secret, sa tante, elle meurt de crise cardiaque. C'est ça le drama initial. Et à chaque fois, il y a toujours une part de malchance. C'est-à-dire que à un moment, on le fait sortir avec Mary Jane, et Mary Jane est un mannequin. Et puis au bout d'un moment, on lui enlève. Et il y a toujours périodiquement un moment où on enlève tout à Spider-Man, et on le remet dans la dèche, parce qu'il fonctionne mieux dans la dèche. Et c'est ça qui est intéressant avec ce perso, c'est qu'à chaque fois, on peut lui opposer, on peut lui mettre des nouveaux ennuis, et voir comment il réagit. Et un de mes arcs préférés de Spider-Man s'appelle Nothing Can Stop the Juggernaut. Est-ce que tu l'as lu ? Oui, je l'ai lu. Parce que c'est Amazing Spider-Man, je crois que c'est 230. C'est dessiné par... Je saurais pas dire, mais oui. C'est dessiné par John Romita Jr. Et c'est écrit par Roger Stern, que j'adore. Et c'est juste... rien n'arrête le Juggernaut. Et là, maintenant, il va devoir l'affronter. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que d'avoir un méchant des X-Men qui est déjà méga balèze et de le mettre dans une situation différente, et là tu vois toute l'inventivité et la classe de Spider-Man. Enfin, j'adore ce personnage en fait. Il y a toujours plein de choses intéressantes, et on l'a pas dit, mais ces méchants qui ont en général été bon, c'est pas le cas pour Juggernaut, mais par exemple pour les autres méchants inventés par Steve Ditko, ils sont quand même aussi assez intéressants quand même. Je pense le lézard, le vautour, il y a vraiment, et Octopus évidemment, il y a vraiment des personnages très différents et qui ont souvent été mal adaptés au cinéma. Je pense, j'ai jamais une très très fan de la version Octopus cinéma. C'est vrai. Ouais. Putain, alors que moi, Spider-Man 2, ça reste un de mes films de super-héros préférés de tous les temps. Bah ouais, mais le problème, c'est que ça fait passer Octopus pour un vrai connard, alors que au contraire, il y a quelque chose à sauver dans Octopus. Alors non, ça se discute, parce que je veux bien qu'il y ait quelque chose à sauver et que dans ça le soit Octopus vraiment original. Hein. Ouais. À la limite, je te dirais qu'il y a plus de trucs à sauver dans Superior Spider-Man que dans le Octopus original, je trouve. Même peut-être, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ces méchants, ils ont commencé comme des méchants de cartoon, et ils sont tous assez intéressants parce qu'ils mettent en relief un truc que Spider-Man n'est pas, ou Spider-Man n'a pas, ou même dans son attitude. C'est vraiment, il a sans doute ce qu'on appelle la Rock Gallery. C'est ma Rock Gallery préférée de méchants en fait. Bah moi je suis un peu partagé parce que comme je l'ai dit au début, il y a quand même une quantité de méchants complètement pourris dans Spider-Man. Enfin, tu veux qu'on parle de Big Will? Franchement, ouais. ou même Razorback, enfin des persos comme ça, c'est des trucs, mais enfin Big Will, je crois que c'est peut-être mon préféré en matière de méchants ridicules. Mais c'est le meilleur. Tu sais quoi, c'est ça qui est intéressant. Pour le dernier numéro du run de Dan Slott, il a pas fait un gros méchant quoi. Il a fait juste une histoire d'un passant un flic qui a été au contact de Spider-Man et dont il a changé la vie. Et en fait, Spider-Man marche aussi contre des méchants complètement, j'allais pas dire subjectifs, mais des méchants pas forcément concrets. Il y a cette histoire qui s'appelle The Kid Who Collects Spider-Man, et là, il parle un gamin qui a le cancer, et ses dernières volontés, c'est de voir Spider-Man. Et je trouve que je trouve que le personnage de Spider-Man fonctionne bien, même contre des concepts en fait, contre le fait d'abandonner, le moment où il abandonne
dans le Amazing Spider-Man 50, qui est dessiné encore par John Romita mais senior. Je trouve qu'il y a un truc dans sa manière de renoncer, de se relever, qui est vraiment qui me parle vraiment très très fort, qui fait que je pense que c'est, mis à part Batman, mon personnage préféré. Bah ouais, je vois pas bien quoi ajouter à ça. Hein. Tu as raison, tu as entièrement raison. Donc, si un jour t'es chaud, Ben, il faudrait qu'on fasse un super-héros battle. Mais on peut faire un super Spider-Man Battle déjà, si tu veux. Allez, rien qu'entre nous, si tu veux. Allez, super Spider-Man Battle en prenant tous les films sortis au cinéma en partant de celui de Sam Raimi. Ok. Donc, le premier de Sam Raimi, donc. Est-ce qu'il faudrait pas partir par le bas? Non, mais on va les prendre dans l'ordre chronologique et on va les classer. Ouais, ok. Bon, alors, Spider-Man 1, Sam Raimi. C'est ton premier? Pour l'instant, oui, vu que c'est le seul. Okay. c'est pas très compliqué. Ok, d'accord. Déjà, tu m'as à l'impro alors, d'accord. Bah ouais, on va improviser un peu. Pour une fois qu'on te fait faire du Super Ciné Battle à l'impro. Non, mais en même temps, je dis improviser un peu. On n'a pas de texte devant nous, on est complètement on a un conducteur avec 3 lignes dessus, comme à chaque fois. Ouais, attends, on peut le révéler, il y a marqué Spider-Man, première ligne, et deuxième ligne, Spider-Man. C'est ça. Le premier film, quand même, de Sam Raimi était quand même vachement important parce que c'était... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de super-héros un peu réussi. On sortait, tu vois, il y avait eu... les 4 Fantastiques de la Fox sont sortis après ou avant, je sais plus. Après, je crois. Mais toujours est-il qu'avant ça, on avait eu Batman and Robin. Il y a juste eu X-Men avant. Ah, le premier X-Men peut-être, ouais, avant Spider-Man. Et Blade. Et Blade, tout à fait, tu as raison, et Blade. Mais ça avait été un choc quand même. Le premier Spider-Man de Sam Raimi avait été quand même une bonne surprise. Donc écoute, pour l'instant il est premier. À moins que tu contestes, mais je vois pas bien ce que tu peux contester pour l'instant. D'accord, ok. Alors, Spider-Man 2, moi je le mets au-dessus. Je mets Spider-Man 2 au-dessus aussi. Je mets Spider-Man 2 au-dessus parce que, alors, bon, toi, je sais que t'es pas forcément fan de son Octopus. Moi j'aime bien, et puis surtout j'aime beaucoup parce que dans le 2, on retrouve beaucoup plus la patte Sam Raimi, avec ces éléments de film d'horreur qu'il a évidemment placés, avec la fille qui crie en gros plan, qui est tirée par les... Et tu la vois avec ses ongles qui agrippent le sol, enfin... Tout un tas de trucs qui font que, pour moi, Spider-Man 2 est plus réussi. Cette scène où il court sur la façade de la banque avec Octopus qui lui balance des sacs remplis de pièces. Il y a pas mal de trucs qui sont quand même assez ouf dans Spider-Man 2. C'est la raison pour laquelle je mets Spider-Man 2 au-dessus. Spider-man 3, je pense que... vas-y, si tu veux... Je veux juste dire un truc. Moi, je peux te dire un truc que je n'aime pas dans Spider-Man 2. C'est le fait qu'il ne croit plus en lui-même, donc il n'a plus ses pouvoirs. Et ça me sort complètement du film. Alors, je peux comprendre, mais d'un autre côté, les pouvoirs de Spider-Man, je trouve, dans les films de Sam Raimi, sont quand même un peu différents sont beaucoup différents de ceux des comics. Il n'a pas la toile. Il n'a pas la toile dans les comics. Il a la toile organique, là. Mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire en disant que c'est le mental qui compte. Et puis, ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le même temps, la perte de pouvoir, c'est quand même un sujet récurrent de plein de comics. Ça me dérange pas la manière dont ils l'ont traité. Je suis moins catégorique que toi là-dessus. Mais j'entends tout à fait tout ce que tu dis. Et puis à le moment où cette scène qui est très connue où les New-Yorkais le portent avec son masque et tout, ça m'a fait penser un peu à Miley Cyrus en fait le film. Et Anna Montana, tu sais, ouais, elle se démasque et puis les gens ils disent non Anna on t'aime et à chaque fois que je vois cette scène ça me fait penser à Anna Montana. Je veux même pas savoir comment tu sais ça, comment tu connais ça. Parce que je l'ai vu en salle mon gars. Mais parce que moi Anna Montana je sais juste que c'est Miley Cyrus mais je crois pas en avoir vu. C'est une série à la base non? Ou c'est un film? C'est une série et il y a eu un film live. Et ben tu vois, j'ignorais qu'il y avait eu un film live et je crois pas avoir vu un seul épisode de Hannah Montana, donc je ne savais pas. Désolé. Bon, Spider-Man 3, je pense qu'on va être tous les deux d'accord pour le mettre tout en bas. Alors, tout en bas, mais il y a des trucs que j'aime bien dans Spider-Man 3. Je fais l'avocat du diable à chaque fois, mais je trouve qu'il y a plein de méchants et je trouve ça assez cool. Alors moi aussi, il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans Spider-Man 3. Et c'est pour ça que quand j'entends des gens chier dessus, ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à sauver dans Spider-Man 3. Je préfère Spider-Man 3 à deux trucs qu'on va... tu t'inquiètes pas, moi aussi. Donc je pense qu'on va pas trop battle en fait, j'ai l'impression. Mais oui, Spider-Man 3 a beaucoup de méchants. Souffre de problèmes de construction des personnages. La scène par exemple de la naissance du Sandman, elle est incroyable. Elle est tellement belle cette scène, enfin moi à chaque fois elle me vend du rêve. Je peux juste dire un truc, c'est que Tobey Maguire, not my thing. Ouais, Tobey Maguire, not your Spider-Man. Je suis pas fan ni de Kirsten Dunst ni de Tobey Maguire.
Alors, Et s'il y moi... a une réussite dans le casting, il y a William Dafoe qui est pas mal, qui est un bon acteur, mais son costume est horrible. C'est Non, mais J.K. Simmons, J.K. voilà. Simmons, dans le Mais rôle de J.K. Jonah Simmons, Jameson. je Il est ne peux vraiment plus- fabuleux. Je ne peux plus voir Jonah Jameson autrement que J.K. Simmons. C'est le meilleur J.K. Simmons possible et il y aura jamais de J.K. Simmons meilleur. De Jonah Jameson meilleur, tu vois. Il y aura jamais de Tu vois, J.K. j'ai- Simmons meilleur, ça je peux te l'assurer. Meilleur que lui. Non mais tu vois, je les confonds même tellement pour moi, c'est le mec qu'il fallait pour ce Mhm. perso-là. Écoute, Tobey Maguire, je suis pas forcément super emballé, mais je t'avoue que c'est plus mon Spider-Man que le gars dont on va parler maintenant. Alors qu'à l'inverse, je pense que Emma Stone n'était pas un mauvais cast en Gwen Stacy. Bref, il faut qu'on parle. Non, donc elle maintenant de- ressemble pour une fois. Elle a vraiment une tête. Emma Stone ressemble. Elle est physiquement, on dirait un dessin de John Romita Jr. Voilà. De John Bah, Romita écoute, Senior même. Donc Amazing Spider-Man, donc le reboot dont personne ne voulait. Hein, est-ce qu'on peut le dire? 2012. Voilà. Mark Webb, le réalisateur de 50 Days of Summer, très très mal classé dans Super Ciné Battle, j'ajoute. 500 Days of Summer. C'est 500 jours. Ouais, c'est pas 50. 50. Ouais, 50, ça fera un peu mais, court. mais qu'ils aillent. Mais crois-moi que j'essaie d'éviter de penser à ce film. Ouais, je suis pas un grand client non plus de 500 jours ensemble. Mais je suis encore moins un client comment de ce mec Amazing est arrivé Spider-Man. Parce qu'il s'appelle Webb, Daniel. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, et puis surtout, ils se sont dit, il y a de la romance, on va le mettre. Je trouvais que le gamin s'en sortait bien jusqu'à ce qu'il fasse du skate. Alors voilà. Moi, j'ai Andrew un énorme Garfield. problème avec le Peter Parker d'Andrew Garfield, parce que le Peter Parker d'Andrew Garfield, c'est à peine un nerd, c'est un emo kid qui fait du skateboard, c'est pas un binoclard super fort en sciences, enfin on essaie de te le faire croire, que Gwen Stacy à l'inverse, c'est la stagiaire dans une boîte de recherche scientifique, mais qui a des accès de fou furieux, si t'as jamais bossé un jour dans ta vie dans n'importe quelle boîte avec un petit peu de demande d'accréditation, tu sais qu'une stagiaire n'aurait jamais accès à ça. Enfin, il y a énormément de problèmes. Déjà, les personnages sont jamais crédibles. Je n'aime pas du tout le Peter Parker d'Andrew Garfield. Alors qu'à l'inverse, j'aime beaucoup l'oncle Ben, sauf qu'il a un rôle ridicule. Je trouve que c'est un bon acteur. Hein, mais... Ah oui, Andrew Garfield, c'est un bon acteur, mais Ouais, c'est il pas est l'acteur pas qu'il très- fallait pour... Enfin, son personnage est nul. Ils sont pas très bons. Et je vais t'expliquer pourquoi j'aime pas ce film, mais je vais attendre le 2. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le Amazing Spider-Man, qui Ça est va en vraiment bas, ça va en bas. nul, ça va encore plus bas, voilà, ça va tout en bas. Putain, rappelle-toi la scène des grues, Daniel, la scène des grues. Mais attends, après, c'est pire. Et c'est dans celui-là qu'il y a l'avion qui s'écrase. Enfin, qu'il y a l'avion qui risque de s'écraser, ou c'est dans le 2, je sais plus. Non, c'est dans le 2. Dans le 2, ça ouvre sur la... Ouais. Donc voilà, Amazing Spider-Man tout en bas. Alors maintenant, Amazing Spider-Man 2. Ah, c'est pire encore. Vas-y, je te laisse commencer. Ah, c'est pire encore parce que ça met l'emphase sur le fait que en fait, c'est les parents de Parker qui sont les plus importants. Et c'est vraiment... Et c'est très, 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 très mal écrit. C'est écrit par la bande à Kurtzman, or qui... tu sais, ceux qui écrivent les Star Trek. Et ils sont pas bons. Et surtout, je sais pas d'où ça leur est venu, cette idée d'avoir une emphase sur les parents de Peter Parker, alors que, enfin merde, dans les comics, ça a jamais été si important, quoi. Bien sûr, il y a des références de temps en temps, mais il y a jamais vraiment eu. Alors, quand ils le font dans les comics, c'est toujours une erreur. Hein. Voilà, mais ça marche là, pas vraiment. Là, on nage en plein délire. Il y a toutes ces histoires avec Electro qui est loupé. Alors Electro est tellement raté, enfin tu vois, Electro il devient méchant parce qu'en fait il était fan de Spider-Man et finalement il se prend un vent, donc du coup il décide qu'il le déteste, enfin oh là là, et puis c'est d'une laideur. Bon et puis parlons du bouffon vert qui réussit à faire passer celui de James Franco pour un chef-d'œuvre d'acting. Enfin c'est alors non, Dane non, Dohan, non, quoi, je suis Dane désolé, Dohan, merde, Dane Dohan- Valérian quoi. Dane Dohan est pas non mais Dane Dohan est pas mal en Osborn. Je le trouve, il a l'air menaçant, il a l'air malsain, et de toute manière, je te rappelle que, c'est ce que j'avais dit quand on en a parlé de Valérian, Dane DeHaan, c'est la version bizarro de Leonardo DiCaprio. Regarde sa gueule. Alors ça c'est vrai, mais attends, il a une tête de Leonardo DiCaprio chelou, quoi. Rappelle-toi qu'il y a une scène de montage avec Dane DeHaan et Andrew Garfield, meilleur ami du monde, quoi. Rappelle-toi de cette scène dans le 2 quand même, sans déconner, mais... Ah, quel enfer. Non, vraiment, le 2 pour moi est encore pire que le 1. Ouais, je crois que le 2 est pire que le 1. Donc pour l'instant, on est à Spider-Man 2, Spider-Man 1, Spider-Man 3, Amazing Spider-Man 2. Arrive le dernier en date, Spider-Man Homecoming. Alors là, ça va peut-être être un peu plus compliqué de le classer. Moi, j'ai bien aimé, à ma grande surprise. Je crois que toi, t'avais bien aimé aussi. Ouais.
de mémoire, on avait tous les deux dit que un bon méchant, ça fait un bon film, et que Michael Keaton en Vulture, ça marchait pas mal. Que le film était pas parfait, qu'il y avait quand même quelques soucis, notamment cet arc final avec l'avion où c'est illisible, où les effets spéciaux sont ratés, voilà. Ouais. Mais que globalement, c'était quand même très correct, et que moi, maintenant ça y est, Tom Holland, c'est mon Spider-Man. Vraiment, il me l'a vendu. Peut-être encore plus avec sa performance dans Infinity War, où j'étais là genre ah ouais, mais en fait si, ça marche vraiment bien. Non, je suis convaincu, Tom Holland et Peter Parker, je suis voilà, sold. Alors, la faiblesse du film pour moi, c'est que ça passe après Civil War, et donc Spider-Man se retrouve avec une armure qui lui parle en fait. Ouais, j'avoue que ça, je trouve que ça nique complètement l'idée que Spider-Man s'adresse aux gens, il se moque d'eux, et c'est pour moi un élément important de Spider-Man. Et là, tout d'un coup, on arrive dans un... c'est plus... il est plus solo, quoi. Il a une armure avec lui, qui parle et tout ça. Donc, ouais, du coup, et c'est arrivé dans les comics en plus que Tony Stark fasse des costumes pour Spider-Man à l'époque où il était Avengers et tout. Mais c'est vrai que là, je suis d'accord, ça arrive trop tôt en fait. Il aurait dû se construire un peu avant ça. Et surtout, je trouve Tony Stark beaucoup trop présent en fait. Et c'est pile le moment où j'ai senti le Iron Man fatigue. Genre, oh là là, putain, encore Tony Stark qui arrive pour nous faire son blabla. À part ça, je trouve que le film est génial. Et je trouve qu'il y a une scène vraiment brillante dans ce film. C'est le moment où le mec qui incarne Vulture, qui est Michael Keaton. Donc Michael Keaton qui a un vrai arc dans la voiture de carrière maintenant. Puisque la même année, il fait Spider-Man, il fait Birdman. Enfin, c'est très bizarre. Après avoir fait Batman 20 ans plus tôt. C'est pas la même année, c'est 2 ans après quand même. Ouais, enfin, déjà dans un mouchoir de poche. Voilà, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que cette scène où il se retourne et il regarde Peter Parker dans la voiture et il s'adresse à lui. À la fois, ils comprennent qui ils sont tous les deux et en même temps, il s'adresse à lui du genre « tu touches pas à ma fille ». Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien vu. C'est vraiment une scène, une vraie scène de cinéma, une vraie scène de confrontation entre un gentil et un méchant. Et je trouve qu'il n'y en a pas vraiment suffisamment dans ce genre de film. Et là, vraiment, on sent une vraie opposition entre les deux. Et je trouve que c'est la plus belle scène du film, quoi. Je suis entièrement d'accord, c'est une scène extraordinaire, tout en double discours, et vraiment bien vue. Et pour ce qui est de l'Iron Man fatigue, je te rejoins. Même si on voit quand même beaucoup moins Iron Man dans le film que ceux qu'on aurait pu craindre dans les trailers, mais c'est vrai que quelque part il est présent via le costume à moitié armure de Peter, qui pour moi était un peu superflu et dont on aurait vraiment pu se passer dans Homecoming. Où est-ce qu'on le place ? Moi, je le mettrais entre Spider-Man 1 et Spider-Man 3. Je vais être franc, les films Spider-Man m'énervent. Ceux de Raimi t'énervent ? Ou tous ? Ouais, il m'énerve aussi, ouais. Il y a toujours un truc qui m'énerve dans l'univers Spider-Man, en fait, dans la manière de représenter Spider-Man. Alors, est-ce que tu le mets ? Je le mets entre Spider-Man 2 et Spider-Man 1. Ah, donc tu le mettras en deuxième ? Ouais. Eh ben écoute, pourquoi pas. Allez, ouais, je te suis. C'est vrai que Spider-Man 1, je l'ai pas revu depuis longtemps, ça se trouve il est assez mal vieilli. Et puis le côté un peu méchant de Bioman du Green Goblin de Spider-Man 1 a dû vraiment très très mal vieillir. Ok, donc Spider-Man Homecoming, donc deuxième. N'empêche que l'avenir au niveau cinématographique de Spider-Man, déjà, c'est le film d'animation qui sort en fin d'année, là. Alors j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Je suis assez impatient, tout ce qu'on en a vu me donne vraiment très très envie. Et puis, il y a la suite de Spider-Man Homecoming, qui va s'appeler Spider-Man Far From Home, un truc comme ça. Far From Home. Voilà, pour lequel Keaton a re-signé, où on t'annonce Mysterio comme méchant. Ça peut être très intéressant parce que Mysterio c'est quand même un méchant que moi j'aime bien. Et c'est ça qui est génial avec ce méchant, c'est que Mysterio c'est quand même c'est le méchant. On te donne l'impression qu'il est tout puissant alors qu'en fait il est tout pourri. Mais à chaque fois c'est un illusionniste en fait Mysterio, et c'est ça qui est fou.
c'est que il arrive à être dangereux alors que il a pas de pouvoir, quoi. Il est un peu tout naze, mais il arrive à être dangereux parce que il est très fort en illusion. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce perso. Bah écoute, je pense qu'on a fait le classement. On l'a fait sans papa, on va pas lui Sans dire. papa. On a gravé dans le marbre sans papa, il va nous en vouloir. Ouais, peut-être on le refera avec lui. Hein. Et ce que je te propose, c'est de passer à nos recos. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Spider-Quicks, dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous reco cette semaine? Alors, comme je le disais, j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose que les travaux, mais j'ai réussi quand même à caser quelques sessions de Golf Story sur Switch, puisque l'avantage de la Switch, c'est qu'on peut l'emmener partout, et donc j'ai pu jouer aux toilettes ou alors dans mon lit, confortablement installé sous la couette. Golf Story, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de golf avec un mode aventure, avec des composantes RPG, et c'est le jeu que j'attendais depuis Mario Golf sur GBA, puisque Mario Golf et Mario Tennis sur GBA, c'était des jeux d'aventure dans lesquels tu dirigeais pas Mario, tu dirigeais un petit perso qui rencontrait tous les personnages de l'univers Mario et qui faisait des quêtes et qui montait en expérience. Et puis parmi les quêtes, il y avait des matchs de tennis et des matchs de golf. Et je regrette tellement cette époque, j'ai tellement envie d'avoir des nouveaux jeux comme ça. C'était des jeux développés par Camelot, qui étaient les gens qui avaient fait Golden Sun. C'était tellement bien, et je crois pas que le dernier Mario Tennis sorti en date sur Switch ait un mode solo comme ça, aventure. S'il en a un, eh bien, je fais mon mea culpa. Il y a eu un Mario Golf sur Switch? Non, Mario Tennis, pardon. J'ai dit Mario Golf, c'est Mario Tennis, le dernier sorti. Ah, Mario Tennis. Mais il n'y a pas de mode aventure dedans, dis-moi. Je crois pas, hein. Je sais pas, moi j'ai fait l'impasse. J'ai pas l'impression, en tout cas s'il y en a un, faut que je me renseignerai. S'il y en a un, je m'y pencherai, mais j'ai fait l'impasse aussi parce que la démo m'a pas du tout convaincu. Bref, revenons à nos moutons. Golf Story, ça reprend vraiment exactement le concept du Mario Golf et du Mario Tennis de la GBA, qui donc je le rappelle était presque des RPG. Et que fait Golf Story? Eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui apprend à jouer au golf avec son père et qui au décès de ce dernier décide en fait de prolonger un petit peu sa légende. Donc de prendre la relève, et eh bien tu vas de parcours de golf en parcours de golf, tu accomplis des petites missions avec à chaque fois des objectifs simples, genre il faut réussir 10 coups de putt à différents emplacements, à différentes distances. Il faut parfois faire des matchs complets contre des adversaires, et c'est passionnant. Déjà parce que le système utilisé pour le golf est assez simple mais efficace, hein. C'est quasiment le même système que tu peux avoir dans d'autres jeux de golf réputés comme No Turf Masters, où j'avais encore oublié le nom de ce jeu. Il a fallu que j'essaie de meubler pendant 10 secondes pour m'en souvenir. Mais voilà, c'est un système simple mais efficace qui fonctionne assez bien. Il y a quelques problèmes de lisibilité parfois quand ton personnage est devant la balle par exemple, où tu as un peu de mal à voir où tu vas partir, mais c'est globalement très complet, avec donc cette composante RPG où tu peux augmenter tes stats quand tu accomplis des quêtes, tu récupères de l'argent pour acheter de nouvel équipement et de l'XP. Et l'histoire est bourrée d'humour, c'est vraiment sympathique, c'est très rafraîchissant. Alors ça pète pas bien haut, hein, mais c'est un jeu qui coûte pas cher, qui fait bien passer le temps et qui fonctionne très très bien en mode nomade, avec des graphismes 16 bits qui passent super bien sur Switch, notamment en mode portable. Donc je ne saurais que trop recommander Golf Story. Ça coûte une bouchée de pain. N'hésitez pas, si vous aimez un petit peu le golf et si vous avez envie d'une petite aventure RPG qui détend, jetez-vous dessus. Daniel, à toi. Alors, je plus sois Golf Story, et j'ai juste un truc, c'est que je trouve ça super mignon, super millimétré, la technique par rapport à Mario Golf. Donc j'adore Mario Golf aussi, j'ai la même nostalgie que toi. Mais alors pour putter, je trouve que la caméra, le point de vue est toujours horrible, et je putte mais comme un nul à Golf Story. Voilà, c'est mon bémol. Pour putter, des fois t'as vraiment du mal à voir où est la pente, et quand le personnage est devant, tu vois vraiment pas où tu vas putter. Ça et le fait que le jeu est encore un peu criblé de bugs. Globalement, j'ai eu un crash une fois qui m'a quand même ramené au menu de la Switch, et il y a des petits bugs d'affichage des fois, mais globalement pour un jeu à pas cher, ça passe. Mais je suis d'accord sur le putt, c'est peut-être le gros défaut du jeu. Après, ça reste un jeu pas cher. Mais voilà, c'est un jeu indé développé par une petite équipe à pas cher, donc c'est des défauts sur lesquels on peut être un petit peu pas trop intransigeant. Pour ma part, j'ai décidé de vous parler d'un bouquin. C'est un bouquin que j'avais commencé à lire en VO, et il est sorti en VF cette année, et je me suis dit tiens, je vais me le retaper.
J'étais pas allé jusqu'au bout en VO et là, en fait, je me le suis bouffé très très vite. Donc voilà, c'est ma reco bouquin pour la plage. En fait, c'est beaucoup plus sérieux qu'un bouquin de plage. C'est un bouquin qui s'appelle Killers of the Flower Moon, An American Crime and the Birth of the FBI, ce qui est un titre assez long et qui en français s'appelle La Note américaine, tout simplement. C'est un livre de David Grann, et David Grann, j'en avais déjà parlé dans After Eight, puisqu'il a écrit un de mes recueils de nouvelles préférés qui s'appelle The Devil and Sherlock Holmes, et il est très 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 connu, on en a parlé au moins une autre fois ici, puisque c'est l'auteur de Lost City of Z. Et pour moi, c'est un des plus grands auteurs contemporains, et sinon le plus grand auteur contemporain actuel. Il écrit des articles, il a fait un article cette année sur New Yorker, sur un mec qui traverse en solitaire l'Antarctique. Ce mec est un vrai raconteur. Et ce bouquin nous parle, il se place en 1920, et c'est basé sur une histoire vraie. C'est à une époque où les Indiens, les guerres indiennes sont terminées, mais par contre, les survivants ont été parqués dans des réserves. Tous sauf une réserve qui s'appelle les Osage. Et les Osage sont devenus millionnaires par le truchement on les a parqués sur des terrains, et en fait les terrains, il y avait des puits de pétrole. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, des membres de cette tribu commencent à mourir. Il y a un qui est retrouvé empoisonné, l'autre qui est tué par balle, et au fur et à mesure, il se passe plein de meurtres. C'est basé sur une histoire vraie, et donc ce dossier est confié à ce qu'on appelle le BOI, le Bureau of Investigation, qui va devenir plus tard le FBI. Ce bouquin est absolument fabuleux. C'est vraiment ça prend en tripes, et en même temps, c'est basé que sur des faits réels, et on sent le travail d'enquête de David Grann. David Grann, c'est un mec qui pourrait presque tout raconter. Il a vraiment un don pour te mettre au centre de l'action. Il a une écriture très très fluide, et ce qui est intéressant, c'est que d'abord la traduction est très 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 bien. Elle est traduite par un mec qui s'appelle Cyril Gay. Bravo, très très bon taf. Et il te place toujours au cœur de l'action. Il a une manière de te mettre toujours au centre. T'as l'impression d'être vraiment dans cette réserve un peu particulière, et tu sens aussi, c'est ça qui est aussi important, tu sens aussi l'oppression dont étaient victimes les Indiens d'Amérique. On parle beaucoup on en parle, j'ai envie de dire, pas suffisamment en fait, parce que ce qui leur arrive est absolument ignoble, et ceux dont on parle en plus sont la upper class en fait. C'est ceux qui sont presque, ils ont tous été intégrés de force dans la société américaine, et c'est absolument passionnant. C'est à la fois un récit social, c'est à la fois un whodunit, c'est à la fois un Origins, puisque c'est FBI Origins. Ce bouquin est extraordinaire, je vous le recommande. On est tous tristes parce que Philip Roth, qui est quand même un des plus grands auteurs, qui est pour moi qui était mon auteur vivant préféré, est décédé cette année, et donc la couronne était par terre, et je pense que c'est David Grann qui va la prendre. Mais tu m'as bien saucé. Écoute, quand j'aurai fini de me documenter pour notre super projet, peut-être que je me pencherai. Bon, j'ai aussi une tonne de livres en retard, hein, mais je peux l'ajouter à ma liste. Un livre de plus sur la pile, qu'est-ce que c'est ? Ouais, mais c'est pas juste un livre de plus, quoi. C'est vraiment un grand, grand bouquin. C'est un chef-d'œuvre, hein, je pense. Bah écoute, je crois qu'on a terminé. Eh ben, mine de rien, on a fait plus long que j'aurais cru. Bah non, mais je sentais qu'on allait faire plus long, parce qu'on était trop contents de le faire, malgré quelques petits pépins techniques, On a eu des problèmes techniques. J'espère qu'au montage ça s'entendra pas trop, mais je vous garantis que c'est un des épisodes où on a eu le plus de problèmes depuis la création du podcast. Peut-être pas, non, faut pas oublier qu'il y en a vraiment eu des très 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 laborieux. Après, sur After Eight, on n'a jamais atteint le point incendie de la grange du voisin, mais quand vrai. même. Et en plus, j'ai ma voix qui s'est mise à bifurquer, j'ai envie de dire. Mais c'est l'adolescence, t'es en train de muer, Daniel, c'est normal. Je dirais plus que c'est la douleur, en fait, c'est la maladie. Allez, on va vous remercier de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur after8.fr sur le site et sur YouTube. Vas-y, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Twitter, @after8fr aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'on a un compte Twitter si vous voulez suivre l'actualité de l'émission. On essaie de poster les épisodes quand ils sortent. De temps en temps, si vous nous envoyez des messages, on essaie d'y répondre. On est vraiment des grands CM. Ah oui, champion du monde de CM.
Moi aussi je suis également sur Twitter @KWYXZ. Je me suis fait un petit peu moins présent sur Twitch depuis que je suis rentré de France parce que j'ai des travaux, hein, j'en ai déjà parlé longuement, donc j'ai pas besoin d'y revenir. Twitch reprendra quand j'aurai pu me poser dans la nouvelle maison après le déménagement. Autant dire qu'il y a encore un bon mois où vous me verrez pas sur Twitch. Et puis sinon sur les forums de Gamecult, voilà, peut-être en striker caché dans un Super Ciné Battle prochain, qui sait. Et puis toujours Parlement Luc. Hein, va falloir qu'on fasse un nouvel épisode. Et je crois qu'il y a une demande pressante pour qu'on fasse Angela, j'ai cru comprendre. Donc tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Je suis à jour de Super Ciné Battle. Bref, voilà, on a pas mal de choses sur le feu et moi j'ai énormément de choses à faire, donc pas beaucoup de temps. Donc voilà, tu peux le comprendre, mon emploi du temps est très 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 chargé. Et pour ma part, c'est @Camus Robotics. Vous pouvez retrouver aussi sur Super Ciné Battle, Parle à mon Luc, MDR. Et puis Gaijin Dash. Et je tiens aussi à dire que c'est vrai que j'ai moins twitché à cause de des raisons de santé. Mais vous pouvez me retrouver sur twitch.tv/Camus Robotics. Et il y a la chaîne YouTube associée qui s'appelle youtube.com/Camus Robotics. C'est magique, voilà, j'ai tout fait bien. J'irais même jusqu'à dire que vous pouvez retrouver Daniel dans le top 10 de Fortnite régulièrement sur sa chaîne Twitch. T'as vu comment je cartonne? Et attends, j'ai fait un top 1, mec, à ma deuxième session. J'ai vu ton top 1 avec la capture envoyée par Doujin Dash et ton expression sur la photo, elle vaut tout l'or du monde, elle est merveilleuse, t'as l'air d'être le mec le plus heureux de l'univers, c'est formidable. Est-ce que j'ai pas l'air heureux? Et tu sais quand est-ce que j'y ai joué? C'était le soir de la Coupe du Monde. Et donc, je pouvais faire le soir de la finale. Ouais, le soir de la finale. Je pouvais faire tout le bruit que je voulais. Dehors, j'étais battu. Tout le monde s'en foutait. Ah, je pense que c'est un de mes meilleurs moments de jeu vidéo de tous les temps. Alors que le jeu est pas terrible, mais voilà, le truc c'est que quand on te met devant la difficulté, voilà, c'est ça qui arrive. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. On revient dans 2 semaines. Ce coup-ci, on va pas se louper. Et Super Ciné Battle, bien sûr. Ciao. Et Super Ciné Battle est là. Mission Impossible Fallout, il sort quand en France? Il sort le 1er août, papa l'aura vu, alors on pourra inviter papa. On pourra inviter papa. Et on a vraiment eu des PB techniques, hein, putain, aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui ça a été la folie. Ouais. Quand on invitera papa, on pourra parler de Mission Impossible 4, avec lequel j'ai 2 problèmes majeurs avec l'histoire. Et je m'en suis rendu compte parce que tu sais, lui il est en train de se les refaire, et moi aussi je me les refais avec. Et là, le dernier qu'on a vu c'est le 4, faut qu'on voit le 5 là avant la fin de la semaine. Je sais pas si on va avoir le temps parce que on est à la maison tout le temps. Il y a peut-être un soir où on fera un break, on regardera le 5. Mais avec le 4, alors j'ai 2 problèmes. Vas-y. Tu sais, au tout début, il y a Josh Holloway, donc Sawyer dans Lost, qui se fait tuer par Léa Seydoux. Ok, admettons. Et tu sais que... Léa Seydoux, c'est la fille Seydoux? Oui, Seydoux c'est 9. Et donc... Heureusement qu'il n'y a pas de lag pour applaudir un truc comme ça. Heureusement, parce que sinon, on aurait l'impression vraiment d'un slow clap vraiment très 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 vilain. Comment il se fait tuer? C'est parce que il a un moment où il s'arrête, où il regarde son téléphone portable parce qu'il a reçu une alerte qui l'alerte que elle c'est un tueur. Et comment il sait que elle c'est un tueur? Parce qu'il a un implant, il a une espèce de lentille dans l'œil qui fait du scan rétinien, qui fait du scan et qui lui affiche directement sur sa lentille les infos. Mais alors pourquoi, alors que tu le vois plus tard dans le film, que les infos lui sont envoyées directement sur la lentille, là c'est envoyé sur son téléphone, ce qui le distrait et ce qui le fait tuer. Mais ça c'est pas encore très grave. C'est ça le truc, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens, mais le truc qui pour moi n'a vraiment aucun sens scénaristiquement parlant, t'as toute cette scène à Dubaï où ils échangent d'un étage pour que t'aies Ethan et Jeremy Renner, le Stéphane Plaza des stars, qui vont voir Léa Seydoux. Alors que pendant ce temps-là, Paula Patton et puis ça y est, Benji, Shaun of the Dead là. Je deviens tellement vieux, je perds la mémoire, c'est ouf. Tu parles de Simon Pegg. Oui, Simon Pegg, merci. J'espère qu'on gardera ça en bonus. Hein. Qui eux vont voir l'homme de main du méchant et le russe qui connaît les codes nucléaires. Et donc, tu sais, qui leur échange les codes et tout. Et il y a toute une arnaque où en fait ils impriment les codes, ils lui montrent. Et ensuite, il y a course-poursuite entre Tom Cruise et l'homme de main du méchant. D'accord, tu l'as?
Oui. Ils se pourchassent. Il y a même une course-poursuite en bagnole. Il y a un accident de bagnole frontal de Tom Cruise qui précipite sa voiture contre celle de l'homme de main du méchant. Et alors qu'il l'a presque sous la main, il essaie de lui agripper le visage. Et là, en fait, il lui arrache un morceau de masque. Et tu te rends compte, alors que le méchant s'enfuit, qu'en fait, c'était le méchant, c'était pas son homme de main. Et là, ma question, c'est, mais à quoi ça a servi, ça ? À quoi ça a servi que ce soit pas l'homme de main ? Pourquoi le méchant, il irait là ? Ça n'avait aucun putain d'intérêt que ce soit le méchant. Donc on te met un espèce de twist genre en fait c'était le méchant, mais on s'en fout. Ça n'apporte rien pour l'histoire et ça n'a même pas de sens. Pourquoi il irait lui-même alors que son homme de main pourrait très bien faire le boulot ? Et ça, je m'en étais pas rendu compte en fait la première fois, mais là en le revoyant, je me suis dit mais enfin pourquoi ? Quel était l'intérêt de cette espèce de twist ? Ça ne sert à rien, ça n'amène au rien, et d'un strict point de vue plan du méchant, c'est une prise de risque complètement idiote dont il a pas besoin. Ok.